Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Je pense que c'est bon, je peux le dire sans trop me porter la poisse. J'ai repris l'habitude dans mon quotidien de lire des graphiques. C'est cool, c'est très cool. Vraiment, c'était pas le cas depuis le début de l'année. En janvier, j'en ai quasiment pas lu, je crois. Et en février, non plus. Et là, mars-avril, c'est bon, j'ai repris. J'espère que ce sera toujours le cas au mois de mai. Moi, je filme cette vidéo, on est fin avril. Et donc, j'ai 4 graphiques à vous montrer. Et le premier... j'ai un peu de mal à me faire un avis dessus, mais bref, c'est Eden, le visage des sans-noms de Fabrice Collin et Carole Morel, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un tome 1, je l'ai lu il y a un moment, je vous en avais parlé en vlog, et je voulais pas présenter tout de suite en update, parce qu'en fait, je voulais trouver le tome 2 pour vous parler des deux tomes en même temps, sauf que, donc du coup, je suis actuellement abonnée, inscrite dans 2 bibliothèques différentes, et aucune des deux n'a le tome 2, alors que, je vais vérifier, il est bel et bien sorti. Je ne sais pas pourquoi elles ne l'ont pas. J'ai hésité peut-être à me l'acheter pour le lire et comme ça vous présenter réellement les deux en même temps. Mais honnêtement, c'est pas une priorité d'acheter ce tome 2, donc voilà. Quand je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai pris pour Fabrice Collin. J'ai vu Fabrice Collin, je me suis dit, oh, let's go. J'aime bien Fabrice Collin en littérature jeunesse principalement et du coup j'avais envie de le découvrir ici. Et c'est un univers très chelou. En fait, la société est divisée en 2 parties. On est clairement dans une dystopie, mais comme on est en BD, il n'y a pas énormément de place et énormément de temps et de phrases accordées aux détails du monde, en fait. Tu suis les personnages dans ce monde-là, et on te le détaille très peu, on t'explique très peu les choses, c'est quelque chose qui m'agace. La même histoire exactement en livre, j'aurais pas lu le bouquin, parce que j'ai besoin de plus de détails, mais là on est en BD, et du coup, certains détails que tu n'as pas à l'écrit, tu les vois. Donc c'est pas vraiment de la déduction de la part du lecteur ou de la lectrice, c'est une autre manière de donner des infos. Bref, on va suivre un jeune garçon qui vit en bas. Donc comme je disais, la société est divisée entre ceux qui vivent en bas et ceux qui vivent en haut, un délire comme ça, et le but, c'est d'aller en haut quand t'es en bas. Pour ça, il y a un examen à passer. Le problème, c'est que on ne sait pas à quoi ressemble cet examen. On ne sait pas ce qu'on va te demander. On sait pas. On sait pas. Donc nous, on suit un jeune homme qui essaye de se préparer à cet examen, sauf qu'il a aucune information sur comment se préparer, puisqu'il sait pas ce qu'on va lui demander. Mais bon, il se débrouille. Il a un espèce de professeur particulier un petit peu. Il est très pauvre, hein, qu'on soit clair, mais c'est en échange de bons procédés, en gros. Et donc voilà, il essaye de s'instruire, de s'apprendre et tout, mais en même temps, il n'est pas très sûr de vouloir réussir cet examen, parce que réussir cet examen, ça veut dire donc aller en haut et quitter sa famille, quitter sa mère, notamment, qui est malade. Alors on l'envoie pas, sa mère, mais apparemment elle est malade. Bref. Et en même temps, sa sœur a déjà passé cet examen, a déjà réussi cet examen et est déjà allée en haut. Donc ça lui permettrait de retrouver sa sœur, mais bon du coup sa sœur a aussi abandonné sa mère, donc lui s'il y va, bah, il l'abandonne aussi et sa mère se retrouve toute seule. Enfin vous voyez, il est un peu partagé dans toutes ses émotions, et en même temps, tant qu'il n'a pas réellement pris sa décision, bah, il doit continuer à s'entraîner pour ce fameux examen. Donc voilà, c'est ça qu'on suit. Et il y a aussi donc sa sœur qui est en haut, qui va trouver un moyen de rentrer en contact avec lui pour l'aider un petit peu. C'est ça qu'on suit. Vraiment j'ai bien aimé. Je me suis attachée au personnage principal. J'aime beaucoup ce genre de planche où il n'y a pas de texte. C'est ce que je vous disais, vous voyez, on nous présente le monde sans texte. Et c'est à nous de faire avec, vous voyez. Et donc voilà. J'adore les planches, vraiment je la trouve très très belle cette BD, et ce que je vous ai dit, ça se passe, enfin c'est pas toute la BD hein, évidemment, ensuite il y a plein d'autres événements qui se passent et il découvre pas mal de choses sur la construction du monde. Je rappelle, on est dans une dystopie et on suit des personnages qui sont en bas de la société, donc on se doute bien qu'il a pas toutes les informations et que la plupart des informations qu'il a ne sont pas forcément totalement justes, ou alors qu'on lui a donné juste un bout de l'information et que si t'as l'autre bout, bah ça change toute la donne, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qu'on suit. C'est quand même une assez grosse BD, hein, ça fait 80 pages je pense, un truc comme ça. Donc il se passe quand même pas mal de choses, voilà, ça fait 76 pages. Donc il se passe quand même pas mal de choses, pas mal d'événements, ça bouge pas mal. Et j'ai envie de lire le tome 2. Franchement, si j'avais pu le trouver à la bibliothèque, je l'aurais déjà pris, déjà lu, vous voyez. Mais de là à l'acheter alors que j'ai pas le tome 1, en fait, ça m'embêtait. Donc je verrai ça plus tard. Mais j'ai quand même adoré ce tome 1.
Ensuite, j'ai entre les mains ce qui s'appelle un échec cuisant et total. Le format avait peu de chances de me plaire et je comprends encore moins les choix des autres autrices illustratrices, vraiment. Bref, c'est Mooncakes de Wendy Xu et Suzanne Walker. Moi, j'aime pas les énormes BD comme ça fait 200 pages. Hein. C'est une BD de 200 pages, j'aime pas les BD de 200 pages. Une BD de 100 pages à la limite, mais genre diviser ça en 2 tomes, vous voyez, parce que vraiment, le problème pour moi d'une BD de 200 pages, c'est qu'en une demi-heure, je peux pas l'avoir lue. Vous voyez, il me faut plus de temps que ça. Et moi, j'aime bien prendre une BD, me poser en une demi-heure, aller lue et je passe à autre chose. Vous voyez, c'est aussi ce que j'aime dans le fait de lire des BD. Alors que là, bah, c'est long. Mais, je l'ai pris quand même à la BD, à la bibliothèque, parce que ça, en fait, ça avait l'air chou, ça avait l'air mignon. Genre Mooncakes, moi, ça me vend du rêve, une pâtisserie. Sur la couverture, on a une sorcière et une genre de loup-garou. A priori, on est en romance FF, du coup, je me suis dit ça va être chou, ça va être mignon, et alors, pas du tout. C'est loin d'être chou, c'est loin d'être mignon. On a effectivement cette librairie-pâtisserie tenue par les grands-mères de notre petite sorcière qui est là, et donc elle les aide à cette librairie-pâtisserie. Déjà, le début est très très chelou, mais bref. Et elle va reprendre contact avec cette personne-là, donc la louve-garou, qui se cache dans la forêt d'à côté. Vraiment, en fait, la BD est divisée en chapitres, et ce que je vous dis là se passe dans le chapitre 1, sachant que moi, j'ai même pas fini le chapitre 2. Voilà, bref. Donc, il se passe un truc bizarre dans la forêt d'à côté, donc notre sorcière va aller enquêter là-bas et trouver la louve-garou. Elles se connaissent déjà, elles sont super contentes de se retrouver, machin bidule et tout. Ok. Sauf que moi je m'attendais à un univers hyper cocooning, hyper chill, et c'est pas le cas. On est à base de magie noire, à base de loups-garous qui se cachent dans les bois, à base de combats, à base de sorciers noirs, je sais pas quoi. Pas du tout cocooning. Donc j'étais en mode, ok, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais soit, première chose qui me plaît pas, mais allons-y, tu vois. Deuxièmement, il y a des événements qui se passent, je ne comprends pas. Genre, notre sorcière, et c'est visible sur la couverture, elle a des appareils auditifs. Ok, why not, jusqu'à là, j'ai pas de problème. Quand elle est à la librairie pâtisserie, là, elle décroche le téléphone, et elle enlève ses appareils auditifs pour décrocher le téléphone. Pas compris. La personne qui est au bout du fil lui fait une blague, je sais pas quoi et tout, et elle dit ah c'est pas la peine de m'appeler juste pour ça, juste pour me faire enlever mes appareils. Je comprends pas, en fait. Déjà, on nous explique pas pourquoi elle a ces appareils, alors peut-être que c'est un choix des autrices, soit, mais... Enfin bref, j'aurais bien aimé qu'on m'explique. Deuxièmement, si t'as des... En fait, j'arrive pas à comprendre le principe de t'as des appareils auditifs et tu les enlèves pour décrocher le téléphone. Ça veut dire que c'est pas des appareils auditifs, c'est un truc magique. Enfin, explique-moi, je comprends pas, en fait. C'est comme si moi, j'enlevais mes lunettes pour lire. Ça n'a pas de sens, je peux pas lire sans mes lunettes. Enfin, je comprends pas, vraiment. Et il y a plein de petites scènes comme ça, ça dure 2-3 carrés à chaque fois, hein, que je comprends pas. Vraiment, il y a des petits événements comme ça qui se passent, je suis en mode, mais je comprends pas. Je vous montre à quoi ça ressemble. La BD en elle-même est très jolie, hein, c'est pas la question, mais il y a des petites scènes comme ça, c'est en mode, je comprends pas. Et alors, je peux en laisser passer une, deux, à la limite, vraiment, je fais un effort, j'ai du mal avec ça. Vraiment, avec quelque chose que je comprends pas, j'ai du mal, encore plus au début d'un bouquin. Si je suis à l'aise avec les personnages, que je me suis attachée à eux et que j'ai déjà envie de connaître la fin de l'histoire et qu'il y a une petite coquille, un petit truc que je comprends pas, c'est pas grave, je vais passer au-dessus, tu vois. Mais là, c'est dès le début, en fait. Donc j'ai un peu de mal avec ça, mais je passe au-dessus une fois, puis il y en a une deuxième, je passe au-dessus deux fois, puis il y en a une troisième, et je suis en mode, mais je suis con ou il y a, enfin, vous voyez, au bout d'un moment, il y a plein de petits événements comme ça que je ne comprends pas, et je suis en mode, mais c'est moi qui suis débile ou on aurait dû m'expliquer? Vraiment, je piche pas. Et puis ensuite, nos deux héroïnes donc se retrouvent, tu vois, elles se connaissent déjà d'avant. Alors on sait pas depuis quand elles se sont pas vues, on sait pas quelle était leur relation avant, on sait pas pourquoi elles ont arrêté de se voir. On sait pas, on sait rien, on n'a aucune info, on sait juste que oh là là c'est trop cool, on se retrouve. Ouais mais on n'a pas d'infos, on n'a pas de détails, enfin je sais pas en fait, je suis en mode mais donne-nous des trucs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je comprends encore moins le format. Si c'est pour nous donner aussi peu d'infos et aussi peu de détails au début de ton bouquin, c'est quoi? Pourquoi il fait 200 pages en fait? C'est 200 pages et dans les 20 premières pages, il n'y a rien. On suit des personnages sans nous expliquer qui, quoi, comment, où, pourquoi. On n'a aucune info, aucun élément. Et le truc fait 200 pages. Donc tu peux même pas me dire que c'est une BD qu'il faut aller vite et qu'elle a pas eu le temps. Non, 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 le machin fait 200 pages en fait.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a précipité les autrices, je sais pas si c'est la décision de l'autrice, de l'illustratrice, de l'éditeur, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on a coupé des éléments. Et en fait, on n'aurait pas dû couper ces éléments, parce que moi je suis perdue du coup. Dans ces cas-là, si ça faisait plus de pages que ça et que c'était pas possible de le faire en un seul tome, bah faites-le en 2 ou en 3, en 4, j'en sais rien, mais... Enfin, je sais pas, vraiment, je... Publier une BD de 200 pages alors qu'au début tu donnes aucune info et aucun détail et aucune... Enfin, tu ne donnes rien. À part, t'inquiète, tu vas suivre une sorcière et une loup-garou, est-ce que déjà elle se retrouve, ça va être super. Hein? Voilà, ma réaction vraiment c'est ça. Je suis très déçue. Je m'attendais à un truc chill, cocooning, je suis ressortie de là énervée, agacée. Bref, c'est pas grave, c'est un échec. Je vais me remettre. Ensuite, j'ai lu 2 tomes qui sont les derniers, il me semble, d'une saga que j'ai commencé il y a un petit moment, l'année dernière, je dirais. Et donc, c'est La Sentinelle du Petit Peuple. J'ai lu le tome 4 qui s'appelle La Vengeance des Gobelins et le tome 5 qui est le rituel de protection. C'est de Fornes, Carbone et Barreau. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est ça, le tome 5 est sorti en janvier 2025, donc c'est tout récent. Je sais pas si on aura un tome 6, si on a un tome 6, franchement je le lirai parce que why not, mais voilà. Je l'attends pas avec impatience le tome 6, on est pas sur un suspense à la fin du tome 5, vous voyez, mais s'il existe, je le lirai. Donc dans cette saga, on va suivre une jeune fille, celle qui est sur la couverture là, évidemment. Voilà, en fait au tout début du tome 1, sa grand-mère est malade, sa grand-mère a fait une chute, je crois que c'est ça, elle a fait une chute et elle doit être opérée, du coup qui s'en dire comme ça. Et donc sa mère et notre jeune fille, notre jeune fille et sa mère, qui est la fille de sa grand-mère, je sais pas si vous suivez, vont rendre visite à cette femme âgée qui vient de faire une chute et qui doit être opérée, etc. Et donc elle est à l'hôpital, elle va être opérée, elle va rester à l'hôpital un moment. Et cette grand-mère donne une mission à Elina, la jeune fille, c'est bien si je vous donne son prénom, ce sera plus simple, qui est de aider le petit peuple. Sa grand-mère a toujours été vue un peu comme la fofolle du village, on va dire, parce qu'elle croit aux fées, elle croit aux gobelins, elle croit au petit peuple. Elle est un peu prise voilà, pour une dame qui n'a pas toute sa tête, soyons honnêtes, mais c'est le cas, c'est pas venu avec l'âge en fait, c'est depuis toujours, elle croit à ça, elle le revendique et elle est un peu prise pour une fois, voilà. Et donc elle dit à sa petite fille, voilà, je suis plus à la maison, je suis plus chez moi, je peux plus les aider, le petit peuple, il faut que toi, tu les aides. Donc Elina elle est un peu en mode ok si tu veux, mais à ce moment-là Elina elle est en mode c'est ma grand-mère, je l'aime, mais là elle divague, vous voyez. Et Elina va en fait découvrir que sa grand-mère ne divague pas et que même si la plupart des gens ne les voient pas, le petit peuple, les fées, les gobelins existent réellement et sous certaines conditions on peut les voir et échanger avec eux. Et donc tout l'enjeu du tome 1 c'est qu'Elina comprenne cet univers-là, toutes ces personnes et tout ce petit peuple qui vivent dans le jardin de sa grand-mère principalement, et qu'elle devienne donc la sentinelle du petit peuple, c'est-à-dire l'une des rares humaines à les voir et donc à pouvoir interagir avec eux et les aider. Et donc voilà, ça c'est l'enjeu du tome 1 et ensuite on suit Elina avec ce petit peuple, etc. Il y a vraiment une histoire par tome. Là dans le tome 4 c'est la vengeance des gobelins, donc c'est une des conséquences de ce qui s'est passé avant, mais c'est vraiment une histoire dans le tome 4. En gros dans le tome 4 les gobelins ont volé quelque chose à la sentinelle du petit peuple et il faut aller le chercher chez les gobelins, mais c'est dangereux évidemment. Et dans le tome 5, donc le rituel de protection, les gobelins qui sont pas du tout contents de ce qui s'est passé dans le tome d'avant évidemment, ont lancé toutes les créatures surnaturelles aux trousses de la sentinelle, donc tout le monde la pourchasse pour avoir sa tête, en fait ils ont mis sa tête après tout simplement évidemment, et donc Elina se retrouve attaquée par plein de... En fait, il lui arrive plein d'événements comme si elle avait la poisse, vous voyez, elle manque de se faire renverser par une voiture, elle manque de chuter dans une grille de... mince, j'ai perdu, mais genre les égouts sont ouverts et elle manque de chuter dedans, vous voyez. Il y a plein de petits événements comme ça qui se passent et en fait elle va finir par comprendre que c'est lié à tous ces êtres surnaturels qui en ont après elle. Et donc elle va essayer de se protéger, d'où le rituel de protection. Franchement c'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a un seul reproche que je ferais, c'est que parfois il y a des planches qui sont longues, où genre par exemple on te détaille une scène, tout un truc, etc. Et puis ensuite elle doit
expliquer ce qui vient de se passer à une personne qui n'était pas là, et donc au lieu qu'on ait juste la bulle de elle lui explique et c'est bon, on n'a pas besoin de revoir le détail parce qu'on vient de la voir, bah non, on a de nouveau la conversation entre les deux, alors il s'est passé ci, et puis alors que nous on vient de le lire, vous voyez. Et parfois il y a vraiment des passages où c'est un petit peu trop long, mais honnêtement, contrairement à Mooncakes, je préfère que ce soit un petit peu trop long pour moi. Après ça reste des BD jeunesse, hein, moi je suis adulte donc voilà, plutôt que j'ai pas l'info que je voudrais comme dans Mooncakes, mais c'est juste pour être tatillon. Franchement j'aime beaucoup ces BD là, comme je disais, s'il y a un tome 6 je le prendrai probablement à la bibliothèque. Ah bah oui, c'est marqué apparaître, il est là derrière, vous voyez, c'est le tome 6, apparaître. Donc apparemment on n'a pas encore on n'a pas encore ni le titre ni la couverture ni rien, ce qui est assez logique puisque le tome 5 vient juste de sortir, mais apparemment le tome 6 est prévu, donc voilà, je vais l'attendre et puis je le prendrai à la bibliothèque quand il sera dispo et je le lirai. Et enfin pour finir, j'ai avancé dans une saga dans laquelle j'avais pas avancé depuis très longtemps. Le tome 3, je sais plus si je vous en ai parlé, mais je l'avais gardé de côté en mode il faut que je vous en parle. Peut-être que je vous en ai parlé en vlog il y a longtemps du coup, mais dans le doute, je vous en reparle en update, c'est pas très grave même si je vous en ai déjà parlé. Donc la saga c'est Complot à Versailles, ici le tome 3, l'aiguille empoisonnée, et le tome 4 que j'ai emprunté à la bibliothèque, le trésor des Rovini, donc c'est de Carbone et Giulia Adragna d'après les romans d'Annie Jay. Et donc dans ces livres-là, on est sous Louis XIV à la cour de Versailles. Donc, et on va suivre notre jeune fille qui est ici, qui est pas vraiment dans les standards de la société de l'époque, puisque elle a notamment ce côté un petit peu sorcière, c'est-à-dire qu'elle fait des potions avec des plantes, etc., pour soigner et aider les gens, sauf qu'on est à une époque où il y a la médecine qui commence à se développer, donc on fait confiance aux médecins, et les femmes ne sont pas des médecins bien évidemment, donc les petits remèdes de grand-mère, etc., deviennent des remèdes de sorcières petit à petit. Et donc c'est pas très bien vu, mais elle a quand même une bonne place dans la société, elle est au château de Versailles avec le roi, avec la reine, etc. Elle fait partie de la cour, donc voilà, on a un petit peu ce paradoxe entre les deux qui fait que elle est mal vue par la plupart des gens parce qu'elle fait ses remèdes, ses potions, etc. Mais en même temps elle a une très bonne place à la cour et auprès du roi et de la reine, donc elle est un peu inatteignable. Bref, dans le tome 3, la cassette de la reine disparaît, et en fait ça me parle de vous avoir déjà expliqué ce que c'était la cassette de la reine en vidéo, mais c'est pas grave. La cassette de la reine en fait c'est un genre de coffret à bijoux, un genre de coffret secret dans lequel il y a de l'or, des bijoux, etc., des diamants, parce que c'est la reine quoi. Et donc cette cassette est volée, elle disparaît, et ben on enquête pour savoir... Les inquiétudes sont d'autant plus grandes que le château de Versailles est le théâtre de morts suspectes. D'où l'aiguille empoisonnée. Non seulement on a volé la cassette de la reine, mais en plus, donc il faut chercher la cassette de la reine, hein, c'est ultra important de la retrouver évidemment. Enfin la reine, il faut son or et ses bijoux. Enfin, c'est au-delà du fait que c'est la reine et que c'est important qu'elle les retrouve, bah, c'est surtout que ça a une grande valeur financière, vous voyez. Et en plus de ça, il y a des gens qui meurent apparemment. Honnêtement ça fait longtemps que j'ai lu ce tome 3 donc je ne me rappelle plus trop. Mais j'aime beaucoup suivre ça, ces affaires de cour et ces espèces de petits événements du quotidien qui à la cour de Versailles à cette époque là prennent une ampleur absolument énorme. Genre t'as pas mis la bonne robe au bon moment, c'est la fin de ta carrière, enfin genre vraiment c'est la fin de ta vie. J'aime beaucoup ça, enfin moi ce que j'aime c'est voir ça avec mes yeux de 2025. De 2024 en l'occurrence, mais bref, j'ai beaucoup aimé ce tome 3, j'adore cette saga, et j'avais enfin pu récupérer le tome 4, parce que à la bibliothèque ils sont vraiment difficilement trouvables ceux-là, j'ai fini par le réserver il y a des semaines, et je l'ai récupéré là, dans la semaine dernière pour moi, donc vraiment ça a pris un moment, et ici notre héroïne quitte Versailles. En fait, elle se rend dans un petit château de province pour rendre visite à son grand-père qu'elle a retrouvé. Et quand elle arrive sur place, elle se rend compte que la gouvernante et son fils, qui est devenu un petit peu l'intendant
de la maison en fait gèrent la maison et se prennent clairement pour les propriétaires des lieux depuis que son grand-père est malade. Elle, comme je l'ai dit, elle a quand même des notions un petit peu, pas forcément de médecine comme on l'entend aujourd'hui, mais elle a des notions de qu'est-ce qui peut soigner, qu'est-ce qui peut empoisonner, comment ça fonctionne, etc., etc. Comment associer les plantes pour aider ou au contraire faire du mal. Donc elle veut voir son grand-père, sauf qu'en fait on lui interdit de voir son grand-père, on lui dit non, il est malade, vous allez le fatiguer, patati patata. Et vraiment les deux là, qui sont à la base des domestiques quand même, hein, se prennent pour les rois du monde, enfin vraiment les... genre le baron et la baronne du château, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc elle va essayer quand même d'accéder à son grand-père pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il a et essayer de l'aider et de comprendre ce qui se passe, sans complètement se mettre à dos cette gouvernante et son fils, parce que même s'ils sont techniquement que des domestiques, dans la région ils ont quand même une place importante et ils sont notamment contre les gens qui font des petites potions avec les plantes machin et tout. Pour eux c'est des sorcières, c'est contre la religion, c'est ça l'argument principal. Et donc bah elle essaye d'enquêter, sachant qu'elle est toute seule là-bas, sans éveiller les soupçons de ces personnes-là. Et c'est un petit peu compliqué. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Vraiment, j'ai adoré ce tome-là. Je l'ai lu à l'heure où je filme ce vlog, à l'heure où je filme cette vidéo, je l'ai lu hier. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Je vous montre une planche ici aussi. Donc là, c'est le... Vous voyez, c'est la maison, château de son grand-père. Franchement j'ai adoré, l'histoire est très cool et tout s'enchaîne assez bien mais pas trop facilement non plus. Vous voyez, elle mène l'enquête et tu sens qu'elle a quand même des petites difficultés. Bon, c'est pas des difficultés insurmontables, on s'entend, mais c'est pas non plus elle arrive à la claque de doigts et tout va bien, vous voyez. Donc voilà, franchement j'aime bien. J'ai récupéré le tome 6 à la bibliothèque, il faudrait que je me débrouille pour avoir le tome 5. Donc normalement je devrais pouvoir vous parler des tomes 5 et 6 de cette saga dans pas trop longtemps, en tout cas j'espère. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous ai tout dit normalement sur ces 4 BD, j'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.